بخشش ذاك وسوذا مظيم ذاك وجير وريالي. Soyez toutes et tous les bienvenus sur Entre là, le podcast qui tisse des liens pour grandir, s'épanouir et se réjouir. Si les ressources terrestres sont limitées, il existe cependant des espaces sans limite. Une immensité à portée de cœur et de main. L'infinie richesse est dans nos liens. C'est cette richesse-là, cette immensité-là que j'ai envie de révéler et de partager avec vous. J'ai rencontré William Ledeuil dans sa cuisine, dans son restaurant The Kitchen Gallery. J'ai été immédiatement touchée par l'atmosphère qui y régnait. En salle, comme en cuisine, des collaborateurs joyeux, heureux de partager avec nous des trésors de ce lieu. Tout était bon, tout était beau. Ce genre d'harmonie, d'alchimie joyeuse à laquelle nous aspirons sans doute tous, n'est pourtant pas si commune, pas si fréquente. Ravie par ce moment délicieux, j'ai voulu comprendre, apprendre et partager avec vous. Dans cet épisode, William Ledeuil nous explique le type de coopération, de management qu'il a mis en place. Un management qui donne de l'autonomie, permet et favorise la créativité, le plaisir et la joie. Contrairement à beaucoup d'autres dans ce secteur qui a été affecté par les confinements, William Ledeuil n'a pas eu de mal à fidéliser et recruter ses collaborateurs. Avec ses collaborateurs, comme avec les producteurs avec lesquels il travaille, il a fait le choix de la proximité, du respect et du long terme. Le tout forme une cuisine qui fait merveille, qui protège et favorise les produits locaux, de saison, l'accomplissement des personnes et le ravissement des convives. Voilà un épisode qui sans doute va réveiller vos papilles. Cette conversation a été enregistrée juste avant l'ouverture du restaurant. Vous y entendrez donc les préparatifs, les cliquetis découverts. Chère auditrice, chers auditeurs, cet épisode et ces podcasts sont pour toi. Bonne écoute, entre là. Bonjour William, je vous remercie beaucoup d'avoir accepté cette proposition d'interview dans votre restaurant. Peut-être dans un premier temps, vous voulez nous expliquer un peu qui vous êtes, qu'on fasse connaissance ? Bonjour Gaël. Donc je suis William Ledeuil, on est à restaurant The Kitchen Gallery qui se trouve rue des Grands Augustins dans le 6e arrondissement. C'est un restaurant que j'ai créé en septembre 2001. Donc on est dans la 23e année, on a une étoile au guide Michelin depuis 2008 et j'ai également un deuxième établissement qui s'appelle Kitchen Terre qui est au 26 boulevard Saint-Germain où on a un concept un petit peu, je dirais, particulier sur les pâtes. L'esprit de, je dirais, l'ADN un peu de ces deux maisons, c'est la base de la cuisine française, mais en même temps on a intégré les ingrédients d'Asie qui sont vraiment les marqueurs forts de cette cuisine. En fait, j'ai eu très envie de vous interviewer, d'une part parce que vous faites ce mariage et cette alliance entre des cuisines différentes dont on va parler. Et puis par ailleurs, je vous avais observé avec votre équipe de cuisine, puisqu'en fait, quand on est là ensemble et quand on a le plaisir de manger dans votre restaurant, on voit les équipes s'affairer ensemble. Et j'avais vu des sourires, des regards pleins de complicité, de connivence, beaucoup de joie. Et peut-être on peut commencer par ça, si vous voulez. Comment vous avez eu envie de créer votre équipe de cuisine ? Peut-être qu'est-ce que vous avez vécu, vous, en tant que jeune cuisinier, avant de créer votre restaurant ? Qu'est-ce que vous avez envie de créer ? Comment ça s'est passé, en fait ? Comment vous avez créé cette symbiose-là entre vos collaborateurs et vous ? Ça part de loin déjà, ça part parce que mes parents étaient aussi avaient leur entreprise, donc moi je m'étais destiné au début à je dirais de la gestion hôtelière, du management hôtelier. Je me suis retrouvé un petit peu par hasard à l'école de cuisine Ferrandi, l'école supérieure de cuisine française, qui était la première formation supérieure en cuisine. Et mon premier stage était un vrai déclic, c'est-à-dire que j'ai découvert que la cuisine c'était j'avais la culture du bien manger chez moi. Mes parents avaient une boucherie, donc on savait ce qu'était bien manger, les légumes du jardin. Mais j'ai découvert la cuisine sous un autre format, c'est-à-dire que j'ai découvert les produits de la mer, les coquillages, choses qu'on n'avait pas, et une autre façon de
une façon de cuisiner dans les grands restaurants. Et je dirais c'est devenu une vraie passion. Pour moi, je considère que ce métier c'est un vrai métier d'expression. C'est-à-dire qu'à travers la cuisine, on raconte plein de choses. On raconte ses humeurs, ses envies, ses rencontres. C'est le fruit des échanges qu'on a pu avoir à l'étranger, dans les différentes régions. Et j'ai toujours eu cette volonté d'ouvrir mon restaurant. Hein. C'était inconcevable que je puisse travailler pour les autres pendant des années, toute une vie. Donc je voulais absolument ouvrir mon restaurant. Et pour avoir cette liberté d'expression justement. Alors au début, c'était pas pour cette liberté d'expression parce que j'avais pas encore tout à fait complètement cette vision-là, mais c'était c'était surtout l'envie d'effectivement la liberté, l'envie d'entreprendre, d'être chez soi et puis de faire sa cuisine pour soi en fait. Hein. C'est-à-dire que quand on est chez soi, effectivement, c'est là où intervient le métier d'expression, c'est-à-dire que on s'exprime, donc la cuisine, elle devient un petit peu je dirais le reflet de sa personnalité. Moi, je dis toujours, on cuisine comme on aime manger. C'est-à-dire que c'est un métier un peu égoïste à la base, avant de le partager. C'est-à-dire que moi, je ne cuisine que ce que j'aime manger, ce que j'aime faire, et après, je le partage avec les clients, avec les convives. Mais la cuisine, c'est aussi un travail d'équipe. Donc, un travail d'équipe, ça veut dire que c'est une équipe on peut pas tout faire tout seul. Donc, il faut savoir, ce sont de jeunes équipes, des jeunes. On a un métier de transmission. Hein, en plus qu'un métier d'expression. Donc, c'est-à-dire que quand on a une idée, c'est à retranscrire. C'est un peu comme une équipe je dirais, je vais le comparer à une équipe de sport, c'est-à-dire que chaque personne a son rôle dans l'équipe et je dirais on doit être bon à tous les niveaux, c'est-à-dire que il faut pas de grain de sable dans un service, il faut qu'il y ait une cohésion. Donc c'est ce management d'équipe et aussi en même temps qui est très 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 intéressant. Et puis moi j'ai toujours voulu exprimer, je dirais c'était un peu un déclic un jour. J'avais des amies cambodgiennes, vietnamiennes qui cuisinaient remarquablement bien. Et l'Asie, pour moi, c'était une conviction assez rapide. C'est-à-dire que j'en avais un petit peu marre de revenir à chaque fois sur les mêmes ingrédients, à chaque saison différente. Chaque année, c'était la même chose. Et donc l'Asie m'a offert une palette de parfums, de saveurs que j'ai voulu absolument intégrer dans ma cuisine. Donc, je suis parti de la cuisine française en intégrant tous ces ingrédients-là qui ont fait que, effectivement, j'ai pu créer, je dirais, mon propre univers, une vraie signature de cuisine. Donc, on ressent effectivement quand on vient ici à The Kitchen Gallery, quand on va à Kitchen Terre. J'avais également ouvert un autre établissement que j'ai cédé, qui était le KGB, Kitchen Gallery Bis. Et puis pour faire évoluer un peu cette cuisine, parce que la cuisine, je dirais, ça doit pas être figé. C'est-à-dire que il faut la faire évoluer, il faut la faire avancer. Donc on l'a fait évoluer en voyageant. On l'a fait évoluer aussi au contact des jeunes qu'on a dans les équipes. Donc ici, moi, dans mes équipes, c'est multiculturel. C'est-à-dire qu'on va retrouver quasiment 5-6 nationalités différentes. Et moi, ce qui m'intéresse, les cuisiniers qui viennent de nationalités différentes, c'est pas qu'ils viennent avec, je dirais, ce qu'ils ont appris de la cuisine française, c'est qu'ils viennent un peu avec leur culture. Et c'est ce qui nous a permis, effectivement, de faire progresser cette cuisine. Hein. On est un petit peu sur une vague, et puis cette vague, il faut la porter, il faut la continuer. Et puis nous, en tant que chef, on a aussi, je dirais, quand je parle de transmission, c'est un peu flambeau. Moi, j'ai des générations antérieures qui ont fait avancer, évoluer la cuisine française, qui nous ont transmis le flambeau. Et nous, moi, j'ai fait mon travail, j'ai fait ce que j'avais envie de faire, et je vais passer également un autre flambeau à une nouvelle génération. Mais j'aurais intégré effectivement toute cette particularité de l'Asie dans ma cuisine qui aura fait évoluer, je dirais, la cuisine française à ma façon. Ça veut dire que quand vous avez on dit des équipiers, des jeunes cuisiniers qui viennent, des collaborateurs qui viennent, qui demandent à vous rejoindre, ils viennent pas seulement apprendre de vous, mais vous apprenez d'eux. Il y a une alliance, quelque chose qui se combine et qui fait évoluer aussi vos propositions. Oui, alors oui, ça pas forcément, je dirais
ils vont pas tout faire changer, mais effectivement, il y a toujours plein de petites astuces. Il y a quelque chose de très amusant, c'est que comme c'est des nationalités différentes, par exemple, moi je dis toujours un cuisinier qui travaille bien, c'est un cuisinier qui aime, je vous l'ai dit, c'est un cuisinier qui aime manger, donc qui aime cuisiner, pas forcément uniquement pour les clients, mais quand on fait le repas des équipes, ça doit être bon. Et c'est aussi un petit challenge, c'est-à-dire que chacun avec sa culture va faire des plats un peu de sa culture. Donc c'est assez amusant parce qu'il y a plein de petites astuces, il y a des choses et qui vont être reprises entre eux en fait, entre cuisiniers. Bon après nous quand on met ça sur le papier, sur la carte avec mes managers, mes collaborateurs chefs, bon là effectivement on va partir d'une idée puis on va s'amuser en tournant, peut-être en intégrant effectivement une technique, des ingrédients, voilà. Donc c'est un vrai jeu en fait, hein, la cuisine, c'est-à-dire que je considère que moi c'est un jeu, elle part de la nature. Donc il faut savoir sélectionner. Donc pour savoir sélectionner, il faut sélectionner d'abord les gens avec qui on va travailler, hein, les producteurs, les pêcheurs, les éleveurs et tout. Alors soit on va les sélectionner, soit c'est eux on va avoir la chance qu'ils nous sélectionnent. Et puis à partir de tous ces ingrédients, que ce soit le végétal, les volailles, les produits de la mer, nous on va s'amuser. Donc je vous dis, il y a un côté un peu, ce que j'appelle le côté un petit peu jeu peinture, c'est-à-dire que c'est à nous de mettre en forme sur une assiette des couleurs. Il y a une côté un peu architecture, ça veut dire de mettre en forme des formes également, chaque produit, le geste est très important dans notre métier, c'est-à-dire que tailler un produit, tailler un légume, tailler une herbe, ça nécessite d'abord un ustensile qui est très important dans notre métier, qui est le couteau. Ensuite, savoir faire une belle coloration d'un légume, d'un poisson, d'une viande, hein, tout ça fait que voilà, on va donner de la texture, on va donner des couleurs. Il faut savoir préserver les couleurs d'un légume vert, par exemple, tout légume, c'est-à-dire qu'on lui garde toute sa fraîcheur. Et ensuite, on va s'amuser, je dirais, à mettre en scène un petit peu tous ces produits-là sur l'assiette pour le client. Quand on prépare à manger, en fait, les équipes, elles vont jouer ensemble. Donc là, c'est des moments où ils sont auteurs, en fait. Et c'est des moments où eux, sans doute, ils créent des connexions, des liens entre eux, ils s'amusent entre eux. Et avec vous. Donc c'est peut-être ça aussi que vous retrouvez après le soir dans la cuisine, parce qu'il s'est passé des choses à d'autres moments. C'est important. C'est vrai que je dirais, on a un métier en plus avec des équipes qui sont très jeunes, donc je dirais leurs liens professionnels sont aussi leurs liens sociaux en dehors du travail, hein, les week-ends, les vacances. Et puis moi, je dirais, j'ai un peu une casquette multiple, c'est-à-dire qu'il faut être à la fois l'employeur, mais il faut être à la fois le conseiller, il faut avoir un côté paternel, il faut avoir le côté un peu amical, et puis il faut aussi, je dirais, dans chaque personne, chaque personne a ses qualités et ses défauts, mais je veux dire, il faut savoir analyser et voir quelles sont les qualités de chacun et de les mettre en évidence, c'est une façon de les faire progresser. Moi, ce qui m'intéresse, c'est qu'un jeune qui vient chez moi, voilà, il repart, il a des ambitions, il a envie d'avancer, il a envie de progresser, il a envie d'apprendre. Et ce qu'on vient retirer ici, c'est effectivement, c'est un métier où il faut de la discipline, il faut de la rigueur, mais c'est un métier de créativité, comme je dis, c'est un métier d'expression. Donc c'est une philosophie, c'est-à-dire savoir choisir un produit, savoir, je dirais, échanger avec un producteur, c'est savoir reconnaître un joli produit, c'est savoir comme on l'a dit, le mettre en scène, le mettre en valeur. Donc il y a toute cette philosophie. Après il y a le goût, donc savoir vraiment assaisonner, et donc c'est toute cette philosophie qu'ils viennent chercher. Et puis après, en même temps, il y a la philosophie, c'est-à-dire que cet esprit de fusion où moi j'ai intégré tous les ingrédients d'Asie sur la cuisine, dans la cuisine française. Les étrangers qui viennent ici sont très intéressés parce que s'ils comprennent bien cette philosophie, ils vont pouvoir le reproduire chez eux. Pas avec la cuisine française, mais avec leur cuisine locale, ils vont pouvoir faire cette fusion à leur façon. Et comment vous la raconteriez, cette philosophie? Comment vous avez travaillé l'Asie? Peut-être vous y êtes allé déjà? Ah oui, bien sûr. Moi, j'ai fait évoluer. Effectivement, c'est pas qu'avec les rencontres que j'ai fait au restaurant. C'est tous les voyages que j'ai pu faire dans toute l'Asie du Sud-Est. Donc c'est un pays qui vous intéressait, qui vous intriguait depuis longtemps, ou c'était... Alors c'est pas le fait qui m'a intrigué, c'est-à-dire que quand j'ai démarré le restaurant, j'avais déjà cet esprit-là, mais je n'y étais pas encore allé.
Donc j'y suis allé 6 mois après l'ouverture parce que je voulais absolument voir les ingrédients que j'utilisais dans leur contexte, dans leur culture, dans leur jus, c'est le cas de le dire, et puis de savoir comment les utiliser. Et c'est comme ça que les déclics se sont produits. Donc après, c'était de nombreux voyages en Thaïlande, au Vietnam, au Cambodge, au Japon, en Chine. Donc tout ça, ça m'a permis tous ces voyages, toutes ces rencontres, tous ces échanges à l'étranger m'ont permis de faire évoluer ma cuisine. Et si on revient encore une fois à la manière dont vous gérez vos équipes, vous avez trouvé un style qui est particulier. Est-ce que c'est quelque chose qu'on voit dans beaucoup de cuisines, votre manière de faire? Alors, je dirais moi plutôt, c'est plutôt du feeling en fait. C'est-à-dire que je trouve qu'il y a une grande qualité chez un cuisinier qui est essentielle, c'est donc la curiosité et puis savoir s'adapter. Donc le management, en fait, c'est ça, c'est s'adapter. Donc je dirais c'est quelque chose d'assez paternaliste, mais j'ai un management qui est beaucoup basé sur la confiance. J'ai envie d'avoir des gens, moi qui travaille avec moi, mes proches collaborateurs, des gens un peu créatifs. C'est-à-dire que je me verrais mal manager des gens qui ne font que de l'exécutif, c'est-à-dire reproduire des choses que je demande. Donc j'ai besoin d'avoir des gens avec qui il y a un vrai échange. Donc je leur demande effectivement d'avoir une certaine créativité. Donc là c'est à moi effectivement dans le recrutement de savoir recruter les bons profils. Et puis après les autres collaborateurs, ce que je recherche également, c'est que voilà, ce sont des gens qui ont envie d'avancer, c'est-à-dire qui viennent chercher ici des idées, qui viennent chercher une philosophie de travail, mais eux, ils aient leurs ambitions personnelles. D'ailleurs, je les incite à cela, c'est-à-dire que c'est que tout est possible. On peut un jour s'installer, on peut un jour faire sa cuisine, et c'est ce que je souhaite en fait. Voilà, c'est ce que je leur souhaite et c'est ce que je leur demande d'avoir cette idée-là en tête un jour. De pouvoir être chez eux, de pouvoir s'exprimer pleinement et de pouvoir faire leur cuisine, la liberté de faire leur cuisine. Oui, l'idée que vous me donnez, je sais pas, vous me direz si c'est juste ou pas, c'est qu'en fait vous aimez tellement la liberté et la créativité pour vous que vous avez envie de l'offrir aux autres. Mais en fait, je peux pas. Voilà, j'essaie d'inculquer ce que moi j'ai eu envie, ce que j'ai ressenti. Après, j'ai essayé de gommer un peu ce que moi j'avais pas forcément aimé dans les managements que j'ai pu avoir. Et donc je dis toujours, il faut toujours essayer quand on dirige et c'est toujours essayer de se remettre un petit peu en tête un petit comment on percevait les choses, comment on se sentait un petit peu à leur âge en fait. Et je trouve que c'est important, c'est comme dans l'éducation des enfants. On dit toujours que des fois le langage n'est pas le même quand on a quelqu'un qui a un enfant qui a 22 ans et quand on en a 45, forcément des fois ce qu'on va vouloir faire passer comme message, il passe pas bien parce qu'il y a une différence de génération. Et c'est un petit peu ça quand on manage, c'est toujours essayer de se remémorer un petit peu, de se mettre un petit peu à leur place. Moi, je dis aujourd'hui les jeunes, puisque c'est les moyennes d'âge de 22, 23 ans, c'est-à-dire que c'est important, c'est que il faut qu'ils aient le sentiment d'apprendre des choses, il faut qu'ils gagnent correctement leur vie, et puis il faut qu'il y ait du respect en même temps. Donc c'est toutes ces choses qui sont très très importantes pour garder les équipes, pour qu'on ait des équipes qui ont envie qui se font plaisir, qui viennent au travail avec le souci de faire plaisir à des clients, parce que c'est quand même notre métier. Oui. Nous, le télétravail, ça n'existe pas et ça n'existera pas d'ailleurs, heureusement. Et notre métier de base, c'est de faire plaisir à des clients. Donc en fait, il faut essayer d'avoir pour que des équipes, des gens aient envie de faire plaisir à des clients, il faut déjà qu'ils se fassent plaisir dans ce qu'ils font. Je trouve que sinon, c'est un peu compliqué de se dire je dois faire plaisir, mais qu'est-ce que ça m'embête de faire ce que je fais. Vous voyez, c'est... Ouais. La Kitchen Gallery, vous avez combien de personnes qui travaillent avec vous? Une vingtaine de personnes à peu près. Une vingtaine, ouais. Je crois qu'il y a eu un vrai sujet dans l'hôtellerie, la restauration, après les confinements, de gens qui sont partis. Est-ce que ça vous a touché ou pas, cette difficulté à recruter? On a une petite phase au tout début, la reprise, surtout sur les métiers de salle, qui était un peu compliqué. Mais ça peut se comprendre parce que, par exemple, moi, pendant le confinement, j'ai choisi de garder une certaine activité. On a mis l'activité de vente à emporter. Donc, ce qui m'a permis de maintenir, je dirais, le travail en cuisine. On l'avait modifié un peu, les amplitudes. Oui. On était ouvert du mercredi jusqu'au samedi. Mais, donc, on avait mis au point des choses, des plats qui
qui marchait très bien et qui était, je dirais, qui partait d'ici, puisque c'était le but, c'était pas de faire refaire exactement la même cuisine d'ici, parce que c'est difficile à retranscrire quand ça arrive à la maison. Oui. Donc on a mis au point des plats qui partaient d'ici et puis qui étaient très faciles à réchauffer, à reproduire et qui n'avaient pas du tout perdu en qualité quand on pouvait les manger à la maison. Alors, et donc ce qui fait que je vous l'ai dit, c'était leur lien professionnel, était leur lien social. Oui. Donc ils avaient besoin, voilà, moi ils voulaient quasiment tous travailler en même temps. J'ai dit bon, ça on peut pas le faire, on va faire des équipes sur les 4 jours. Et en salle c'était beaucoup plus compliqué parce qu'en fait il y avait rien à faire, à part les commandes, je dirais, les clients venaient retirer les commandes, donc il y avait rien. Donc c'était difficile pour eux de maintenir. Je sais que dans beaucoup de maisons, c'était un peu ça. C'est-à-dire que le travail de salle, les gens de salle, ils sont partis sur autre chose parce que même moi sur la vente emportée, il y avait pas grand chose à faire, quoi. Ils venaient 1 heure par jour, donc c'était difficile. Donc, mais après sinon non, on n'a pas. Moi, franchement, on n'a pas eu de souci de recrutement de staff parce que d'abord on a fait le choix de préserver les emplois. Le choix de maintenir les salaires durant tout le confinement, c'est-à-dire que en plus ils étaient intégralement payés. Voilà. Contrairement à des entreprises qui ont fait le choix de se dire bon ben voilà, soit on fait des ruptures conventionnelles ou on licencie. Évidemment, quand ils ont rouvert, il y a des gens qui étaient plus là, c'était compliqué. Et donc là, c'était vraiment très très dur pour ces gens-là de réouvrir parce que réouvrir avec des équipes neuves ou avec un manque d'équipes. Oui, vous avez fait le pari du long terme, vous. Moi, j'ai fait le pari du long terme. Nous, on n'a pas demandé de ne pas travailler. On était bien aidés dans nos professions. Enfin, on a des professions qui ont été très très bien aidées. Je veux dire, pour passer le Covid, franchement, on fait partie des professions les plus aidées. Donc, il n'y a aucune raison que les gens qui travaillent chez nous n'en bénéficient pas. Oui, je comprends. Donc, ce que vous dites, c'est qu'il y a des gens qui étaient là et qui sont restés depuis, et puis sans doute vous avez recruté d'autres personnes. Il y a le mouvement naturel. Il y a le mouvement classique et naturel de notre job. Hein. Il y a des cycles. Après, les managers restent plus longtemps, et après, effectivement, il y a des jeunes. Il faut, moi, je les encourage d'ailleurs, voilà, de passer un certain temps, puis d'aller voir ailleurs. Sauf si j'ai la capacité. S'ils ont eux, je dirais la capacité pour accéder à une fonction au-dessus. Là, effectivement, on va faire en sorte de leur faire passer et puis de les garder. Mais sinon, ils vont se faire une autre expérience ailleurs. Et donc, pour ce qui est des nouveaux, vous recrutez sans tellement de problèmes aujourd'hui. Ou est-ce qu'il y a un écart avec Non, j'ai la chance de recevoir encore beaucoup de CV, à la fois pour des gens qui viennent faire des stages, on travaille avec des écoles, les écoles principales. Donc en fait, je dirais les gens qui viennent faire des stages, c'est aussi des employés potentiels pour le futur. Oui. C'est-à-dire que ceux qui sont très bons, en fait, on les recrute. Donc ça, c'est un vrai vivier. Et puis après, on a des candidatures spontanées pour des postes. Voilà. Et puis après, on a des métiers où il y a beaucoup de bouche à oreille, avec des anciens. Donc on est très très peu embêté pour ça. Mais il est possible quand même que votre manière de manager, avec cette écoute, cette créativité que vous laissez à chacun, elle ait de l'impact sur le fait que les gens veuillent travailler chez vous plutôt qu'ailleurs. Oui, il y a de l'impact parce que d'abord aujourd'hui, vous avez quand même des réseaux de communication, réseaux sociaux, qui fait que si jamais vous avez une maison où il fait pas bon y travailler parce que l'ambiance est mauvaise, parce que effectivement ça se sait rapidement. Donc c'est la même chose avec les écoles. Quand vous avez des stagiaires qui viennent, stagiaires apprentis qui viennent chez vous, effectivement, si ça se passe pas bien, après les collaborations avec les écoles se terminent. Donc ça aussi, on doit faire attention, on doit prendre soin. Surtout que c'est des métiers où je dirais on en a beaucoup parlé parce que c'est des métiers où effectivement il y a eu des violences, il y a des abus, c'est des métiers difficiles, durs, où on travaille beaucoup. Donc c'est pour ça que je dis il faut beaucoup de respect, et puis il faut aussi prendre soin des équipes, les coacher, leur apprendre beaucoup de choses. Donc il faut faire très très attention. Mais ça, bien sûr que c'est un impact. Moi, j'ai les anciens qui ont travaillé ici reviennent toujours nous voir. Donc il y a un message qui se passe. Effectivement, il y a une sorte de réputation qui se fait. Donc à nous de faire en sorte que la réputation soit bonne au niveau du. Mais je crois que c'est le plus important, hein, le respect des gens et le respect des équipes. Parce que d'ailleurs
c'est un travail d'équipe. Seul, on fait peu de choses. Mon métier, où c'est un métier de créativité, c'est un métier de... Quoi qu'il arrive, on a un métier, notre métier de base, c'est de nourrir les gens. Quoi qu'il arrive. Donc, mais on ajoute, c'est-à-dire qu'il y a un petit moment on nourrit les gens, mais avec avec un moment de plaisir et un moment de fête. Et je me vois pas, pour avoir le plaisir de faire plaisir, il faut être motivé par ce que l'on fait. Il faut avoir envie de faire ce que l'on fait. Si on n'est pas dans des bonnes conditions, je vois pas comment on peut le réaliser. C'est pour ça que vous avez remarqué tout à l'heure qu'il y avait le sourire, mais c'est pareil. Si vous animez des gens, ça se voit, les clients le voient. S'ils sont sous pression, s'il y a une tension, si les visages sont fermés, donc tout de suite ça se ressent. Donc c'est important d'avoir, je dirais, des visages ouverts où il y a du sourire, de l'atmosphère. C'est pour ça que je vous dis de temps en temps, effectivement, même mon job, c'est d'avoir un côté un peu copain amical, de savoir détendre l'atmosphère. Il y a des moments où il faut être concentré, des moments où il faut être précis, parce que notre métier il est dur parce qu'en fait on fait 2 services par jour, mais tout va se passer très différemment. C'est-à-dire que vous avez un jour, les gens vont tous arriver en même temps, un autre jour vont arriver en décalé, donc ça va avoir un impact sur l'organisation du service et sur le déroulement du service. Vous avez un jour où vous allez avoir, rien signalé dans les menus, et vous allez avoir un soir où il va y avoir des allergies sur plein de choses. Il y a des services où il va y avoir le petit imprévu. Je sais pas, c'est en plein service, il y a un client, il a oublié de nous dire qu'il aimait pas ça et il en a dans le plat, et donc ça veut dire que tout ça va. Donc il faut savoir gérer un peu toute cette pression, gérer, je dirais, il faut pas que le client ressente s'il attend 1 heure, c'est pas bon. Donc il faut que tout soit à point dans une assiette, c'est-à-dire qu'il faut avoir le juste assaisonnement, la juste cuisson, la juste harmonie dans tout ce que l'on fait, parce que c'est ça que le client va ressentir. Donc c'est tout ça qu'il faut savoir gérer et animer, et puis savoir résoudre. Il faut réagir très vite, quoi. Voilà, il y a un souci, il faut savoir immédiatement réagir. Donc tout ça, ça doit se faire dans une certaine atmosphère. Moi, c'est pour ça que on a toujours un métier où on dit toujours que les chefs gueulent, voilà. Moi, je dis toujours le chef qui gueule, c'est l'aveu d'impuissance. Donc, notre métier, moi, je préfère prévenir que guérir. Voilà. C'est très complexe, il y a effectivement cette rapidité. Alors, comment vous faites ? C'est beaucoup d'expérience. C'est de se dire, tiens, ça, on bouge pas, puis là-dessus, on se permet de faire des essais-erreurs. Enfin, c'est quoi la clé, en fait Je sais pas s'il y a une clé, je dirais, c'est une capacité. Ou peut-être on pourrait prendre un exemple, quelque chose qui est arrivé, que vous avez réussi à résoudre de manière plutôt sympa, alors que ça aurait pu être la catastrophe. Il y a une table de 6 personnes, et malheureusement, il y a une faute de cuisson, le poisson est trop cuit. Voilà. Bon, on est en plein service. Qu'est-ce que l'on fait ? Il y a 2 solutions. Soit je dis tant pis, il est trop cuit, c'est pas grave. Bon, ça c'est pas ma conception. Et en même temps, je dis il faut refaire, mais c'est pas parce que l'erreur est humaine, c'est-à-dire que ça peut arriver, une erreur de cuisson. Donc c'est pas pour ça que je vais. Donc c'est à moi de trouver, je dirais, la rapidité, la façon la solution immédiate pour que effectivement tout se passe bien avec la table. Il sera pas mécontent parce qu'il n'y a pas le poisson trop cuit, que le jeune qui a trop cuit le poisson ne se sente pas un poids et se sente coupable, parce qu'il faut continuer le service. Il y a encore d'autres clients à servir. Oui, il a encore de l'énergie et du jus pour le reste. Exactement. Et il faut au contraire réagir, l'aider à réagir, et ça va être peut-être je vais glisser un petit truc entre un petit plat qui est pas prévu en plus pour ça va dépendre vraiment du cas de figure. Mais il faut que le client soit content, il faut pas qu'il y ait la culpabilité sur la personne qui a fait l'erreur. Il faut trouver le bon dosage. Est-ce qu'il y a des moments où vous prenez justement un temps tous ensemble pour dire tiens, il s'est passé ça et ça, qu'est-ce qu'on apprend ensemble, ou ça se fait naturellement Alors oui, quand il y a des erreurs dans un service, à la fin du service, l'idée c'est d'expliquer pourquoi, qu'est-ce qui s'est passé. Bon,
on fait une erreur. Après, ce qui est important, c'est qu'elle soit pas répétée, quoi. Si la personne commence à répéter 3-4 fois la même erreur, bon, ça fait beaucoup après. Oui, ça va plus, quoi. Oui. Mais non, ça c'est important. Effectivement, chaque fin de service. Et c'est collectif ou c'est avec juste la personne qui est concernée? Alors, ou ça dépend. Ça va dépendre. Il y a des choses qui peuvent être collectives. Après, si c'est vraiment ça concerne vraiment un poste particulier, ça va être plutôt. Mais moi, je dis toujours aux jeunes, voilà, dans une cuisine, il faut ouvrir grand les oreilles, grand les yeux. C'est-à-dire que les remarques pour une personne, il faut les écouter parce que vous allez apprendre quelque chose. Même si c'est pas vous qui l'avez fait, même si c'est pas ce que vous faites, le jour peut-être où vous aurez à le faire, vous aurez entendu la remarque et vous saurez. Donc c'est important de réagir. Voilà, il faut pas être dans son petit truc, dans son petit poste où on est un peu imperméable à tout ce qui se passe. Justement, c'est pour ça que je dis, il faut ouvrir grand les oreilles. Tout ce qui se passe, toutes les remarques sont bonnes pour tout le monde. Quelque part, ça développe un petit peu d'autonomie pour que vous soyez pas là toujours à apporter vous la solution tout seul. Oui, puis après, j'ai mes collaborateurs qui sont là, parce qu'en fonction, il y a un niveau d'expérience dans la cuisine, donc il y a ceux qui ont le plus d'expérience, donc effectivement, moi, je dois leur donner mon expérience, je dois encore leur apprendre des choses, et après, c'est à eux, effectivement, de manager les équipes pour que ça fonctionne, quoi. En tout cas, c'était vraiment c'était comme un ballet de vous voir, c'était vraiment beau. Après, c'était super bon, mais à vous voir, c'était vraiment beau. Et alors, est-ce qu'il y a aussi une histoire un peu comme ça avec les producteurs que vous choisissez? C'est-à-dire que vous avez vos maraîchers, vous avez même vos producteurs. Comment vous faites? En fait, on a vraiment. Alors, je dirais les producteurs que l'on a, sont vraiment les maraîchers, hein, on travaille avec 4-5 maraîchers. Donc c'est pareil, c'est une vraie collaboration. C'est-à-dire que, je dirais, en fin d'année, on va décider ensemble des planches de culture qui vont être développées dans l'année. C'est-à-dire que moi, par exemple, si j'ai envie qu'il essaye telle variété de petits pois, telle variété de choux, tel type d'herbe, il va me le faire. Et puis lui, s'il a envie de me faire tester quelque chose, il va me demander il va me faire tester. Après, on travaille le plus directement possible. C'est-à-dire que on travaille pas avec des boucheries qui nous fournissent plein de viande. On travaille avec la personne qui ne fait que des pigeons, celui qui va ne faire que des canards, celui qui ne fait que de la volaille, celui qui ne fait que l'agneau de lait, celui qui ne fait que le cochon de lait. Les pêcheurs, c'est pareil, on travaille avec des marailleurs directement criés, c'est-à-dire qu'ils travaillent avec leur propre bateau. C'est des gens avec qui on les appelle le matin à 7h, 7h30, les bateaux qui viennent de rentrer, on sait ce qu'il y a, donc on achète. Si les gens à 9h, ils n'ont plus rien, tout est vendu. Donc on privilégie le circuit le plus court possible. Moi je dis toujours, c'est essayer d'avoir le circuit le plus court possible entre le jardin et l'assiette. Vous multipliez les interlocuteurs, mais vous augmentez la qualité. Je crois qu'on a à peu près plus de 80 fournisseurs différents. Ouais. Mais c'est ce qui vous garantit le meilleur niveau de qualité, c'est ça? C'est ça. Ça, pour moi, c'est l'exigence de base que les cuisiniers doivent comprendre. La base, c'est la matière première. C'est-à-dire que si on n'a pas, nous, cette exigence et cette qualité de matière première, on n'est pas des magiciens. C'est-à-dire que si c'est pas bon, on va beau mettre ça sera pas bon. Et puis, il y a aussi, quand je vous dis, il faut avoir le sentiment d'apprendre. C'est-à-dire que quand c'est beau et ça arrive, ça donne tellement envie de cuisiner. Ça donne l'impression, moi je connais pas du tout le travail de cuisine, mais ça donne l'impression un peu d'un travail d'artiste. Quand on fait de la musique, finalement, on est créatif, même si on interprète, parce que si on interprète une recette ou on interprète une partition, finalement, il y a toujours une part d'interprétation personnelle. Ça demande un grand niveau de maîtrise et de rigueur avant d'arriver à avoir la liberté de faire un petit peu de ce qu'on veut et s'exprimer. Est-ce que c'est une bonne image? Alors moi, j'aime pas le mot artiste, mais il y a une démarche artistique effectivement dans la façon, parce que vous allez avoir quelque chose qui arrive. Il n'y a pas une seule façon de le préparer. Il y a plein de façons. C'est là où on va mettre son savoir-faire. C'est là où on va mettre sa façon de s'exprimer au service d'un produit. C'est-à-dire que prenez deux cuisiniers avec des philosophies différentes, vous leur donnez exactement les mêmes ingrédients et vous leur demandez d'interpréter une recette avec ce produit. Vous allez avoir deux choses différentes parce que chacun aura sa sensibilité, chacun aura son expérience, chacun aura son feeling. Et donc, on aura deux plats différents qui peuvent être très bons tous les deux, mais qui seront, je dirais, mis en scène différemment. Ouais. Donc, c'est vrai que c'est là où, effectivement, il y a une sorte de démarche un petit peu artistique. Ouais. Et donc, dans le plaisir, si je comprends bien, le vôtre comme celui de vos collaborateurs, il y a le goût, il y a l'esthétique, et tout ça, ça participe à la satisfaction. C'est le client qui est debout.
Donc voilà, c'est le client. Parce que le but, c'est que je dis toujours, moi, c'est pour ça qu'il faut être très concentré, faire très attention. Un client fidèle, c'est sa fidélité, elle est longue à gagner. Par contre, un client perdu, ça peut être très rapide. Et en même temps, ce qui est le plus compliqué dans un restaurant, très souvent, c'est la régularité. C'est-à-dire que vous venez dans un restaurant, c'est très bon, vous revenez 2 mois après, c'est moins bon. Donc voilà, il faut essayer de garder cette constance, ce cap de la régularité. Donc c'est pour ça qu'il faut être faut être exigeant, il faut avoir le souci de faire bien les choses. C'est pas plus dur de faire bien les choses que de les faire mal. C'est simplement, je dirais, de la discipline, de la rigueur, de la concentration. Mais tout en étant capable d'innover, parce que si vous innovez pas, les gens vont se lasser. Il faut innover, c'est ça. D'ailleurs, nous, les gens viennent ils savent que les cartes changent très souvent. Et même après, c'est ennuyeux, parce que si vous faites des cartes où c'est toujours les mêmes choses qui reviennent, on s'ennuie, en fait. Oui, même vous. Ouais, même moi, je m'ennuierais. Ouais. Alors, qu'est-ce qui fait que vous avez créé plusieurs restaurants? Parce que celui-ci est très bien, il marche très bien. Vous avez une étoile au guide Michelin. Vous auriez pu vous dire, continue à accueillir des jeunes. On fait une belle cuisine, on est super content. Mais finalement, vous avez envie d'aller plus loin, de créer d'autres restaurants? C'est une façon de pas s'ennuyer. C'est-à-dire que effectivement, c'est une façon d'avoir. Je dirais, dans les restaurants que j'ai développés, c'était différentes offres en fait. C'est-à-dire qu'on venait pas pour la même raison. J'avais des clients qui fréquentaient les 3 endroits pour des occasions différentes. Donc c'était les autres restaurants étaient plutôt des évolutions qui permettent de cette cuisine, mais je dirais de la dupliquer sur d'autres concepts. Quoique j'aime pas tellement le concept, mais c'était effectivement d'autres évolutions. Et donc il y a eu Kitchen Gallery, après il y a eu ces Kitchen Gallery. Il y a eu Kitchen Early Bis, oui, c'est ça, le KGB et Kitchen Terre. Et là l'idée avec Kitchen Terre, ça vous est venu d'où? Alors je voulais faire un restaurant puisque j'en ai fait un livre, on fait beaucoup de bouillons, le restaurant est réputé pour les bouillons, et je voulais faire un restaurant dans l'esprit des feux vietnamiens, donc vraiment à base de bouillons. Et j'ai fait la rencontre d'un boulanger à Cucugnan qui s'appelle Roland Feuillas, où j'étais allé faire un stage, et là j'ai vu les gens qui venaient chercher leur farine. C'est-à-dire que les gens venaient chercher une farine, et elles étaient faites presque à la commande. Et il faisait une pâte là-bas qui s'appelle la dentelle de Cucugnan. C'est une variété de pâte qui est faite avec un blé dur. Et ça m'a donné l'idée. Je me suis dit, est-ce qu'on pourrait imaginer dans ce restaurant une carte où je pourrais choisir la forme de pâte que je souhaite avec le blé que je souhaite? Et il m'a dit oui. Et donc l'idée est partie comme ça en fait. Donc c'est un restaurant de pâtes, mais il n'y a absolument rien d'italien. Il y a tout l'ADN d'ici, c'est-à-dire qu'on va retrouver les pâtes avec l'esprit de l'Asie, dans les parfums, dans les bouillons, dans les condiments. Et puis ce sont des pâtes où on se fait, je dirais, du bien. Ce sont des pâtes aujourd'hui avec les allergies, les intolérances au gluten, ce sont des taux de gluten très faibles. Oui, avec des blés anciens que des blés anciens. Avec des molécules beaucoup plus simples. Ouais. Et puis, d'ailleurs, en même temps, je vous dis que je m'appuyais sur un réseau de producteurs de tout ça, mais ce qui est le plus important, effectivement, ce sont des gens qui travaillent avec le souci du respect de l'environnement, le respect de la planète, enfin qui travaillent, je dirais, de façon très très durable. Voilà. Donc ça, c'est aussi la mission du cuisinier. C'est-à-dire qu'on a des... Et vous aviez ça en tête déjà depuis longtemps, en fait. C'est pas quelque chose de nouveau pour vous. Je suis né un peu avec moi. Donc... Qu'est-ce qui a généré ça? C'est chouette, mais qu'est-ce qui a généré mon mode de vie à la campagne, si vous voulez. C'est vrai qu'aujourd'hui, il y a des choses qui me font un petit peu rire, mais moi, j'ai été bercé à ça. C'est-à-dire que... Vous avez grandi où? Un petit village dans le Sancerrois, entre Gien et Sancerre, dans le Loiret. Mes parents avaient une boucherie et en fait, mon père avait gardé, c'est-à-dire qu'il maîtrisait la chaîne de A à Z. C'était l'élevage, l'affinage sur pied. Il y avait un petit abattoir qui avait été préservé et la boucherie. Et puis, dans les petits villages comme ça, mon père et mes parents n'avaient pas le temps de faire du jardin, mais tous les gens avaient des jardins. Donc c'était un peu du troc. Vous voyez, on nous amenait. Voilà. J'avais une tante qui avait un jardin. Donc, ce qui fait que je ne mangeais que des légumes. Mon beau-père cultivait des asperges. On cueillait les asperges. J'étais manger le midi. On allait chercher les radis dans le jardin, la salade. C'était pour la consommer immédiatement. C'est-à-dire, c'était pour le consommer, soit pour le dîner, soit voilà. Quand j'étais gosse, j'avais une dizaine d'années à peine. On sortait de l'école. La première chose qu'on avait à faire, c'était d'arriver le premier, je dirais, à la ferme pour aller chercher le lait qui venait juste d'être tiré. Il n'y a pas de treilleuse électrique, tout était fait à la main. D'avoir un vrai lait, chose qu'on a plus maintenant. Donc j'ai été élevé avec ça, et puis d'ailleurs, quand on est gosse dans les villages, à la campagne, notre terrain de jeu, c'est la nature. On n'était pas équipé encore de smartphone, voilà.
Donc le terrain de jeu, c'était la nature. Donc j'ai été élevé effectivement à ça, à bien manger sainement, des beaux produits, des produits sains. Donc ça, effectivement, je l'ai gardé, quoi. Ça fait tout un écosystème qui est très cohérent en fait. Vous avez une cuisine bienveillante, créative, innovante, je dirais un peu, peut-être c'est un raccourci, mais et qui travaille avec une nature que vous traitez avec la même bienveillance, le même respect, producteur pareil, enfin il y a quelque chose qui me semble très cohérent dans votre manière de faire. Exactement. Ouais. Et qui se ressent sans doute jusque dans la cuisine, enfin en tout cas on ressent quelque chose. C'est le but. En plus on a des gens qui travaillent sur la diversité, c'est-à-dire que l'idée aussi c'est que les clients qui viennent chez nous puissent goûter des choses qu'ils n'ont pas l'habitude d'avoir et qu'ils ne vont pas trouver forcément sur le marché parce qu'on les a pas. Donc on essaie d'avoir des choses un peu uniques et qu'on puisse leur faire goûter des choses un peu uniques qu'ils ont l'habitude de manger. Tout en travaillant aussi avec des légumes de saison, parce que si vous travaillez avec des maraîchers, j'imagine qu'il y a une alliance. Ouais, c'est uniquement. D'ailleurs, on passe même pas des commandes, c'est-à-dire que nos maraîchers ont des cultures du moment et en fait, ils nous amènent un peu tout ce qu'ils ont en ce moment, quoi. C'est un peu le marché qui vient à nous. Alors, comment vous faites pour faire des choses que les gens ne connaissent pas en prenant des produits du moment? Parce que souvent, les gens disent ça, si on prend que les produits du moment, c'est répétitif. Donc, vous arrivez justement à innover, à être créatif avec les produits du moment qui sont à un moment donné pas aussi variés que si on prend toute la diversité des choses qui viennent du bout du monde. Parce qu'on a une vision de ce qu'on trouve sur le marché qui est un peu restreinte, mais je vais prendre deux exemples. D'abord, on travaille beaucoup les agrumes. Si on parle agrumes, la plupart des gens vont nous dire citron, orange, pamplemousse, clémentine, mandarine. Alors que nous, on a un producteur d'agrumes dans les Pyrénées-Orientales qui a, je dirais, nous, on fait 70 variétés d'agrumes différentes. Donc, c'est des choses qu'on ne va pas trouver sur le marché. Ouais, à part quelques trucs un peu à la mode, comme les yuzu, comme les manbouda, citron caviar, mais nous, on en a beaucoup plus. Donc ça, je sais que c'est des choses... on a même des agrumes où il y a 2 arbres qui nous sont totalement réservés. Donc je sais qu'on les retrouvera même pas ailleurs, même pas dans d'autres restaurants. Ouais. Et puis après, pour le végétal, c'est pareil. Je dirais, c'est le domaine où il y a... Le nombre d'espèces est assez incroyable. Il y a chou et chou. Dans les choux, il en existe plein de variétés. Et tous les légumes, c'est un petit peu comme ça. Bon, après, il y a les classiques, mais je dirais, il y a les navets, il y a plein de choses, les pommes de terre, il y a plein de choses. Et donc, ce qui fait que, forcément, on a des choses un peu nouvelles, quoi, qu'on va pas retrouver sur le marché. C'est intéressant de réaliser qu'on peut faire des choses tout à fait différentes en prenant des produits locaux, de saison. Bien sûr. Donc, je reste quand même si j'ai des producteurs, parce que je veux pas non plus tomber dans ce qu'on appelle le locavore où tout est à proximité, parce que ça m'interdirait de travailler avec des gens qui travaillent bien. Je trouve ça dommage. Mais par exemple, mes maraîchers sont sur le comment on appelle ça, le même méridien peut-être. C'est-à-dire que je vais pas chercher les produits du sud. Les tomates dans le sud vont commencer avant, les petits pois dans le sud vont commencer avant, les fleurs de courgettes vont commencer avant. Moi non, je vais pas les faire venir. Je vais garder vraiment la proximité quand même ici pour les travailler. Ouais. Est-ce qu'il y a autre chose dont vous aimeriez parler, vos projets d'avenir ou ce à quoi vous avez envie, de consacrer du temps après? Les projets d'avenir, je pense que j'ai beaucoup plus de temps derrière moi que devant moi en professionnel. Non, moi ce que je peux dire, c'est effectivement c'est un métier toujours aux jeunes que j'embauche. Tu t'engages dans un métier. Ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est que notre métier, c'est de nourrir les gens. Donc, de travailler avec des gens qui leur métier, c'est de nourrir la planète. Ce sont tous ces gens qui sont en amont. Nous, on est un peu le dernier maillon de la chaîne, mais le plus chanceux, c'est nous qui mettons en scène, c'est nous qui donnons du plaisir aux clients. Donc c'est un métier où on peut s'exprimer, c'est un métier où il n'y a pas de chômage, c'est un métier où on peut gagner sa vie très bien assez tôt, c'est un métier où on peut prendre des responsabilités très jeunes. Et puis c'est un métier, il faut faire plaisir. Donc c'est des métiers de l'art de vivre qui touchent à l'art de vivre, donc qui sont agréables. Donc je dirais profitez-en et puis vivez votre vie, vivez votre cuisine et n'hésitez pas. Merci beaucoup William. Merci. Merci à vous. Si vous voulez aller déjeuner ou dîner au Kitchen Gallery Terre, si vous voulez en savoir davantage sur William Ledeuil, si vous voulez découvrir ses livres, ils sont vraiment beaux, avec de très belles recettes. Vous trouverez, comme d'habitude, tous les éléments dans la description de cet épisode.
Ce podcast n'est pas seulement le mien, c'est aussi le vôtre, c'est le nôtre. Si vous voulez contribuer, intervenir, proposer, contactez-moi. Si vous avez aimé cet épisode, partagez-le autour de vous, mettez des étoiles pour le noter et abonnez-vous pour ne pas manquer les prochains. À très bientôt!